Bon mercredi, Témiscamiens et Témiscamiennes, ainsi qu'à toutes les femmes et hommes, adolescents, garçons et filles de l'Abitibi aussi, qui nous rejoignent chaque semaine, comme pour vous informer différemment, avec TVC9 et TVT. Mais c'est plus que l'occasion se présente, toute notre équipe vous souhaite de belles célébrations de la Fête nationale du Québec dans vos villes et villages. Partout, le vent souffle sur le fleur de l'Isée. En manchette de nos nouvelles cette semaine, même si les pertes humaines restent lourdes, le bilan routier s'améliore quand même chez nous. Saint-Bruno-de-Guigue présente son nouveau look et la coutume est de retour. Les mamans du Témis accouchent encore à Rouyn-Noranda cet été. Bienvenue pour ce bulletin de nouvelles préparé pour vous tous, amateurs d'actualité dans la région. D'abord, au cours des derniers jours, plusieurs arbres ont été brisés, dont un récemment planté dans la nouvelle section du Parc des Clubs, tandis que des arbustes en attente de plantation ont été volés. La ville déplore ces gestes, rappelant que les aménagements sont le fruit du travail des employés municipaux et de leurs partenaires. Elle lance un appel à la collaboration des citoyens afin de préserver les espaces publics. L'administration municipale rappelle également que la nouvelle section du Parc des Clubs demeure fermée puisqu'elle est toujours en chantier. Malgré les interdictions, les citoyens continuent quand même de s'y rendre le soir. La ville souligne que cette présence peut endommager les installations, retarder les travaux et présenter des risques pour la sécurité. La première section du parc, qui comprend les jeux pour enfants, le terrain de pétanque et les allées de shuffleboard, demeure toutefois accessible au public. Et allons à la Sûreté du Québec, puisque les cadets de ce service de police provincial reprennent du service pour l'été. 200 cadets sont déployés dès maintenant dans plus de 80 postes de MRC à travers la province dans le cadre de la 16e édition du programme qui s'échelonne sur une période de 10 à 12 semaines. Les cadets de la SQ assurent une présence dans les quartiers et les parcs, répondent aux demandes d'information des citoyens et participent à des activités de prévention et de surveillance en soutien aux policiers. Le programme permet également aux futurs agents d'acquérir une expérience pratique grâce à un encadrement offert tout au long de la saison estivale. Et une opération conjointe de sécurité routière plus près de chez nous a permis de cibler plusieurs infractions chez des conducteurs de véhicules lourds à Témiscamingue. Le 11 mai, les agents Jonathan Gérard et Marie-Pierre Matt du poste de Témiscamingue ont mené une intervention avec Contrôle routier Québec près de l'aire de vérification des freins sur la route 101. Une dizaine de véhicules lourds ont été inspectés et plusieurs constats d'infraction ont été remis par Contrôle routier Québec. Cette opération s'inscrit dans les efforts déployés par les deux organisations pour renforcer la sécurité sur le réseau routier. Et l'Abitibi-Témiscamingue a enregistré une nette amélioration de son bilan routier en 2025 à contre-courant de la tendance observée dans l'ensemble du Québec. La région a compté 7 décès sur les routes, soit une baisse de 52,1% par rapport à la moyenne des 5 années précédentes, alors que le Québec affiche une légère hausse d'un peu plus de 1,5%. Le nombre de personnes blessées gravement s'est également établi en baisse en Abitibi et au Témiscamingue avec 25 victimes, une diminution de 26,9%, tandis que le Québec enregistre une hausse de 3,1%. Les blessures légères ont reculé de 8,9% en Abitibi-Témiscamingue, comparativement à une augmentation de 9,1% à l'échelle provinciale. Au total, 499 personnes ont été accidentées sur les routes de la région en 2025. C'est 11,1% de moins que la moyenne de 2020 à 2024. À l'inverse, le Québec a connu une hausse de 8,7% du nombre total de victimes de la route. À l'échelle provinciale, le bilan fait état de 371 décès, de 1282 personnes blessées gravement et de 28 365 blessés légers, pour un total de personnes accidentées de 30 018. Les données qui nous montrent notamment une hausse des victimes chez les personnes de 75 ans et plus, les jeunes de 15 à 24 ans, les piétons et dans les collisions qui impliquent un véhicule lourd.
À la SQ, un nouveau duo est maintenant en service en Abitibi avec l'arrivée de Love. C'est un chien d'assistance judiciaire affecté à Rouyn-Noranda. Elle a 2 ans et la femelle Labernois accompagne la sergente enquêteuse Mylène Gagnon-Guénette afin de soutenir les victimes, les enfants comme les adultes, tout au long du processus judiciarisé. Sa présence vise à offrir un environnement plus rassurant de l'ouverture du dossier jusqu'au prononcé de la sentence. La Sûreté du Québec qui compte désormais 5 chiens d'assistance judiciaire en service au Québec. Le programme est implanté à Québec, Drummondville, Montréal, Mascouche et, on vous le disait, Rouyn-Noranda, où il répond à une demande grandissante des victimes des partenaires du milieu judiciaire. Et la suspension temporaire des accouchements à Ville-Marie force les futures mères du Témiscamingue à se rendre à Rouyn-Noranda une fois de plus pour donner naissance au cours des prochaines semaines. Santé Québec Abitibi-Témiscamingue annonce l'interruption du service d'obstétrique au Centre multiservice de santé et de services sociaux de Ville-Marie. C'est depuis le 19 juin, 16 h et ça se poursuivra jusqu'au 10 août à 8 h le matin. L'établissement explique que cette décision découle d'un manque de personnel infirmier qui possède l'expertise requise en obstétrique. C'est bien sûr que certains doivent prendre des vacances. L'objectif est d'assurer la sécurité des mères et des nouveau-nés en les rendant à Rouyn-Noranda tout en maintenant des soins de qualité. Quand même, les suivis de grossesse, les évaluations cliniques, y compris pour les femmes en travail, ainsi que les interventions d'urgence demeurent toutefois disponibles à Ville-Marie. Il y a un corridor de service qui est mis en place à l'hôpital, avec l'hôpital de Rouyn-Noranda pour assurer la continuité des soins. Santé Québec précise également qu'un accompagnement personnalisé est offert aux personnes concernées et que la formation du personnel infirmier en obstétrique sera accélérée pour permettre un retour à la normale dès que ce sera possible. Et allons au Centre Ferme Moffett, le centre de formation des adultes au Témiscamingue qui a ouvert ses portes à la population afin de faire découvrir l'ensemble de ses formations et services, tant en formation générale des adultes qu'en formation professionnelle. Des membres du personnel et d'anciens élèves étaient présents pour présenter les programmes et partager leur expérience. Les visiteurs qui ont pu participer à diverses activités, notamment visiter la serre en production horticole, essayer des simulateurs agricoles en production animale, découvrir les programmes de secrétariat et plomberie chauffage, ainsi qu'assister à une prestation du conteur Guillaume Beaulieu, qu'on salue, qui rappelait l'histoire du bâtiment. Selon ce que soulignait la directrice du CFAT, Sonia Pilon, en ouvrant les portes, ils avaient l'ambition que les gens les découvrent davantage, les voient sous un nouvel angle, qu'ils pensent à eux d'emblée pour venir compléter un parcours scolaire ou en débuter un. Pour obtenir plus d'informations, à s'inscrire à une formation, vous consultez le site web www.cfa-témiscamingue.com. Merci à CKVM pour ces images. Et un tour à Moffett, des travaux de reconstruction d'un ponceau entraînent des ralentissements sur le chemin Moffett-La-Force. Ça se passe depuis le 15 juin. Les interventions prévues jusqu'au 29 nécessitent la mise en place d'une circulation en alternance dans le secteur de Moffett. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procède à la reconstruction d'un ponceau sur le chemin Moffett-La-Force, la route 22-820, environ 4 km à l'est de l'intersection de la rue principale de la rue du Quai et du chemin de Grassy Narrow. D'ici au 29 juin, je vous le répète, entre 7h30 le matin et 17h en semaine, une voie sur 2 est fermée à la circulation. Les usagers doivent suivre les feux de chantier installés pour assurer l'alternance du trafic et la sécurité des travailleurs. Il va sans dire. Le ministère rappelle que l'échéancier pourrait être modifié à cause de la météo si jamais il pleut trop ou si des contraintes opérationnelles surviennent, des bris d'équipement notamment. Les automobilistes sont invités à consulter Québec 511 pour suivre l'évolution des entraves et planifier leur déplacement. Et Saint-Bruno-de-Biègue a dévoilé un nouveau logo ce mardi 23 juin. Hier, la municipalité de Saint-Bruno-de-Biègue présentait officiellement son nouveau logo Domaine Green. Cette nouvelle identité visuelle veut refléter les racines de la communauté tout en illustrant sa volonté de se tourner vers l'avenir. Le dévoilement se déroulait dans le cadre de la fête nationale familiale de la Saint-Jean-Baptiste. Il y avait quand même beaucoup de monde. Les participants qui pourront aussi découvrir des articles promotionnels
à l'effigie du nouveau logo. La soirée qui s'est poursuivie avec le Festival d'humour émergent, mettant en vedette 3 humoristes invités, avant de laisser place à la soirée musicale ouverte à tous. Voici ce qu'on a recueilli en étant là-bas. Les citoyens avaient été sondés là, par un sondage papier par la poste et également via les réseaux sociaux sur l'envie. Premièrement, avez-vous envie de changer le logo? Trouvez-vous qu'on souhaiterait que c'est une bonne idée de le moderniser? Donc, à ce moment-là, les gens avaient répondu en grande majorité que oui, que c'était une bonne idée, de se donner un nouveau souffle visuel et de faire en sorte que cette nouvelle image nous ressemble davantage et vienne aussi parler de nos valeurs et de notre ADN en tant que municipalité de Guigues. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Donc, souvent, un logo, c'est ces questions-là qu'on va se poser. C'est le passé, maintenant, mais aussi le futur. Qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Alors, l'année dernière, peut-être que certains d'entre vous étaient là, il y a eu des consultations citoyennes également sur qu'est-ce qu'on veut que ce logo-là représente, qu'est-ce qu'on veut, de quoi qu'on veut parler à travers notre logo. On ne réinventera pas la roue par rapport à certaines choses, donc vous allez reconnaître des choses qui sont semblables de l'ancien logo au nouveau, mais on a une toute nouvelle façon de l'exprimer sur le plan graphique. Et dans cette optique-là, une 50aine de personnes avaient été sondées là, à l'été dernier, à 2 reprises, et tout ce que les gens disaient à ce moment-là, c'était vraiment intéressant d'entendre les personnes qui ramenaient un petit peu notre agriculture, notre forêt, le côté très village, lac, campagne. Donc nous, à Guigues, on a 3 lieux où on vit. Donc on souhaitait que ça se soit représenté dans notre logo. Les couleurs, est-ce que ça fait unanimité? Quelles couleurs on met dans notre logo? Donc ça aussi, il y avait quand même une certaine unanimité, ce qui c'est intéressant pour justement toute la démarche. Et on s'est fait accompagner de la firme Le Bleu pour réaliser les travaux graphiques là, derrière toute cette image qu'on va vous présenter à l'instant. On va compter au compte de 1, 2, 3. Allez-y. Donc, peut-être là, Hélène, juste tourner un peu le rapport, ça va me permettre de voir les différents éléments. Donc, premièrement, vous voyez, là, je peux le remettre là. Donc, premièrement, vous voyez la feuille verte. La feuille verte, bien, ça représente un peu, je dirais, le côté nature de la municipalité, mais aussi avec le point bleu qu'il y a sur le dessus, bien, on peut presque imaginer une personne. Puis, vous voyez, la personne, elle est comme ouverte. Donc, une personne accueillante, une personne là, qui est prête à recevoir des gens. Vous voyez les lignes aussi qui se dirigent vers la personne, bien, on se dit, je ne veux pas dire que tous les chemins mènent à Rome, là. Je ne veux pas dire que tous les chemins mènent à Guigues, mais quand même, il y a plusieurs chemins qui mènent à Guigues. Puis les gens qui prennent ces chemins-là pour venir à Guigues vont être accueillis, puis ils vont pouvoir là, trouver une communauté là, qui va être fière de les accueillir. Un autre élément qu'on a mis aussi, la ligne jaune, encore là, au niveau des richesses. Les richesses de la municipalité, pour nous, une des grosses richesses de notre municipalité, c'est l'agriculture. C'est l'exploitation agricole, ce sont nos producteurs agricoles, nos producteurs maraîchers. Donc nous, pour nous, c'était un élément qui était vraiment important. Puis on l'a mis vraiment au centre là, des autres lignes. Vous voyez, là, sur le carton blanc, les lignes sont bleues. Là-dessus, le fond est bleu, donc les lignes sont blanches, mais sur le carton blanc, les lignes sont bleues. Et pour nous, le bleu, c'est sûr, ça représente l'eau. Donc le lac Témiscamingue, la rivière La Loutre. Donc la présence de l'eau sur notre territoire. Les trois petites feuilles comme vertes, ben, on trouvait ça intéressant pour représenter un peu la composition de Saint-Bruno-de-Guigues. C'est-à-dire, Guigues, c'est le village, mais c'est aussi le bord du lac, puis c'est aussi nos campagnes. Donc, dans le fond, c'est les 3 entités de la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues. Puis enfin, le dernier élément qui était important pour nous, vous voyez, Saint-Bruno-de-Guigues, vous voyez, il y a quand même une bonne différence de grosseur entre le Saint-Bruno-de et Guigues. Donc, nous, on voulait vraiment illustrer ça, là, contrairement à l'ancien logo où est-ce que c'était, vous vous rappelez, c'était écrit en lettres attachées, puis toutes les mêmes grosseurs de lettres. Pour nous, on voulait faire ressortir le Guigues, parce que
On dit souvent, nous, on vient de gig, on est fiers de venir de gig. Donc, cette dénomination-là, on voulait qu'elle sorte davantage pour notre logo. Donc, voici l'explication du logo. Puis nous, en tout cas, on le trouve bien beau, puis on en est pas mal fiers. Puis on trouve qu'il y a un côté là, moderne à notre nouveau logo. La MRC de Témiscamingue réaffirme son opposition au projet de route Maniwaki-Témiscamingue et réclame un rôle accru dans le processus de création d'aires protégées sur son territoire. Réunis en séance ordinaire mercredi dernier au centre communautaire à Nédelec, les élus ont adopté des orientations touchant le développement du territoire, les infrastructures, l'environnement, la culture et la gestion municipale. Le conseil estime que les avantages du projet de route Maniwaki-Témiscamingue pour la région ne sont pas démontrés et juge que les coûts, l'entretien, les impacts environnementaux et la protection des milieux naturels ne justifient pas son appui. Les élus ont également demandé au gouvernement du Québec de reconnaître officiellement le rôle des MRC dans l'identification, l'analyse et la mise en œuvre des projets d'aires protégées en terre publique. La MRC de Témiscamingue affirme appuyer la protection des milieux naturels, mais souhaite que le processus se déroule de façon transparente en tenant compte des réalités économiques, sociales, culturelles et territoriales de la région. Et réuni le 17 juin, toujours à Nédelec, le Conseil de la MRC a adopté une résolution réaffirmant son soutien à l'intégration de la gestion de l'œuvre dans le contexte de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Les élus estiment que ce modèle demeure essentiel pour protéger la protection laitière, un pilier de l'économie régionale, ainsi que les emplois liés à la transformation, notamment à l'usine de Lactalis à la Verlechère. Le Conseil a également appuyé le projet de nouvelle infrastructure aquatique porté par le complexe des eaux profondes. La MRC souhaite conclure une entente de service afin d'en assurer l'accessibilité aux citoyens et les municipalités participantes et se dit prête à contribuer à la structuration financière du projet sous réserve des confirmations municipales et du financement nécessaire. Les élus ont aussi donné un appui au projet de modernisation de la piscine municipale à Témiscamingue qui prévoit notamment le remplacement du système de déshumidification. La MRC considère cette infrastructure essentielle au maintien d'une offre de services aquatiques de proximité dans ce secteur du territoire. Et retournons à l'école Frère Moffett. Plus d'une centaine d'élèves du centre, plus d'une vingtaine, dis-je bien, genre métro, ont célébré l'obtention de leur diplôme vendredi dernier lors d'une cérémonie de graduation réunissant leurs familles, leurs proches et leurs amis. Les finissants, une vingtaine, je dis bien, là, issus des programmes de secrétariat, de production animale, de plomberie et chauffage, ont été félicités par l'administration d'établissement pour leur persévérance et la réussite. La cérémonie à laquelle assistait CKVM permettait de souligner leur parcours et de marquer la fin de leur formation avant leur entrée sur le marché du travail ou la poursuite de leur projet. C'est dans 4 mois. Autre nouvelle, que les citoyennes et citoyens québécois choisiront les élus, hommes et femmes, qui représenteront leur comté, puis formeront leur gouvernement. Au Parti québécois, c'est le 28 juin que doit avoir lieu l'investiture dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. L'attaché politique et ex-journaliste Jean-François Vachon, qu'on vous a présenté, est confronté à l'ex-mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire. Comme ce fut le cas avec son opposant, nous discutons des intentions de celle qui a aussi été femme d'affaires, Mme Dallaire. Madame Diane Dallaire, est-ce que les gens, quand vous avez annoncé votre présence pour l'investiture du Parti québécois, là, qui a lieu le 28 prochain face à Jean-François Vachon, est-ce que les gens ont été surpris de vous revoir dans l'espace public? Les gens, non pas tant. Les gens pensent que c'est une suite logique à mon parcours, si on veut. Alors, moi, j'ai encore cette volonté-là de m'investir pour le bien-être des gens, pour porter leurs enjeux, leurs dossiers. C'est comme une mission de vie, je dirais. J'ai encore l'énergie pour le faire. J'ai la connaissance de plusieurs dossiers régionaux aussi. Alors, je pense que pour avoir vécu un peu ce que c'est aussi de travailler, de transiger avec l'autre niveau de gouvernement, je pense sincèrement que je devais y aller. Et encore plus, ce qui a motivé ma décision, je vais vous dire, c'est ce projet de souveraineté du Québec. Alors ça, c'est vraiment... Moi, je veux travailler à léguer
un Québec fort à nos générations futures. Alors ça m'allume, ça me donne l'énergie là, pour partir en campagne. Je vous le dis honnêtement, vous me connaissez, ça fait un bout de temps, on a toujours été honnêtes l'un envers l'autre. Moi, ça me surprend un peu de voir que vous êtes du côté du Parti québécois parce que vous avez été longtemps dans le milieu des affaires. Et bon, je pense qu'une majorité des gens du monde des affaires qui n'appuient pas nécessairement le PQ. Moi, je vais vous dire, c'est sûr que quand on est en politique municipale, on fait pas voir nos couleurs, bien sûr, mais je viens d'une famille, mes parents avaient le Parti québécois tatoué sur le cœur, je vais vous le dire. On croyait tous chez nous à la souveraineté du Québec. On avait, puis même à 14 ans, écoutez, j'avais rencontré René Lévesque. Il était venu à Montbrun dans la lutte que les parents faisaient à ce moment-là pour sauver l'école. Ben, il était venu à Montbrun. Puis 2 ans après, il était premier ministre. Alors ça, c'est resté gravé. Non, vraiment, le Parti québécois, pour moi, ça a toujours été mon parti, même si je ne pouvais pas le montrer. Et puis je vous dirais... un fait qui est triste, mais en même temps cocasse, c'est que mon père est décédé le 24 juin d'un arrêt cardiaque. Et ses amis ont tous dit que s'il avait pu choisir une date, ça aurait été celle-là. Alors, c'est pour vous dire à quel point, pour moi, le Parti québécois, c'est mon parti. Moi, je crois vraiment à Québec souverain. Je crois qu'on est capable de décider par nous-mêmes. Vraiment, ça va prendre des régions fortes dans un Québec souverain. Alors moi, je veux vraiment travailler à ça. C'est vraiment l'énergie qui me pousse à le faire et puis je suis vraiment heureuse d'être là. Et le Parti québécois, bon, on le sait, il a la région, du moins le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, comme la Abitibi-Ouest, on sait avec qui. Il a été très présent. Et vous pensez qu'il y a moyen de ramener le Parti québécois au sein des gens, des citoyens de chez nous? Oui, puis je m'engage justement à transmettre ma passion, ma vision d'un Québec souverain et vraiment d'alléger, de se faire confiance, d'alléger les processus réglementaires, toute la lourdeur administrative, tout ça. Alors, le dédoublement avec d'autres paliers de gouvernement, je pense vraiment on a vraiment tout ce qu'il faut. Et je vais travailler bien fort à convaincre les citoyens de Rouyn-Noranda-Témiscamingue qu'on peut rêver ensemble un pays. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais c'est sûr que les régions plus éloignées, comme je dis, ça prend des régions fortes dans un Québec souverain. Alors, il va falloir vraiment donner les moyens aux régions de se réaliser, de prendre. Il y en a pas. On est les mieux placés pour connaître nos besoins, nos réalités, alors qu'on se fasse confiance. Et moi, je suis vraiment... ça m'anime, vous ne pouvez pas savoir. J'ai hâte de partir en campagne électorale pour livrer ce message-là d'espoir. Vous avez confiance, j'en suis persuadé, parce que bon... j'étais désolé de voir comment, à la mairie de Rouyn-Noranda, vous avez pas eu la vie nécessairement facile avec les gros dossiers là, que doit gérer ce petit gouvernement près des gens. Non, c'est clair qu'on a eu des gros dossiers. J'ai pas fait ça seule. Je suis une femme d'équipe. Je pense que j'ai ce leadership rassembleur-là. Ça m'a permis, moi, de bien gérer ces dossiers majeurs-là, qu'on pense, oui, à la pandémie, qu'on pense aussi au dossier de la qualité de l'air, la zone tampon. Ce sont des dossiers majeurs là, qui se poursuivent, mais j'ai fait ça avec l'équipe. Et c'est clair pour moi que, c'est ça, je suis une femme de défi. Et celui-ci de la souveraineté du Québec et des élections le 5 octobre m'anime profondément. Qu'est-ce que le comté de Rouyn-Noranda, qu'est-ce que le comté a besoin?
les priorités sont nombreuses, sont grandes. Je vais vous dire, si on entend présentement justement les ruptures de services de mairie, en santé, en obstétrique, c'est clair que personne ne veut ça. On sait que ça n'a aucun bon sens, mais en même temps, on nomme le manque de personnel, puis je veux vraiment saluer tout le personnel qui travaille en santé. Ils travaillent fort, ces gens-là, sans bon sens, jusqu'à épuisement. Alors, c'est sûr qu'il faut revoir le modèle, décentralisé. La solution n'est pas simple, il faut la trouver tous ensemble. Bon, il y a ça. C'est clair qu'à Rwanda, oui, il y aura le dossier de la qualité de l'air, le dossier de la réalité de Ville-et-Merci. Pour ce qui est du Témiscamingue, qu'on pense à la foresterie, la pérennité des entreprises, la rentabilité aussi de la main-d'œuvre, l'agriculture, où on parle de problèmes de relève, on parle du coût des intrants, du transport, les défis sont nombreux. Qu'on pense aussi à tous les services de proximité. Vous savez, moi, je suis une femme qui a toujours demeuré en ruralité. J'y demeure encore. Et j'ai un attachement particulier pour le Témiscamingue, je veux le dire, parce que j'ai travaillé pendant près de 8 ans. J'étais directrice générale de Ponctuel Rwanda Témiscamingue. Alors, je dormais au Témiscamingue 2 à 3 nuits par semaine. Et on avait aussi un bureau à Témiscamingue. Et j'ai pu constater la beauté du territoire, l'ampleur du territoire, puis l'accueil des gens. Je suis en amour avec le Témiscamingue. Chez Ponctuel, on assurait presque tous les agriculteurs. Je sais qu'on avait des compétiteurs, mais bon, moi, j'ai été élevée sur une ferme bovine. Je pense que c'est sûr à la blague, je dis toujours, j'ai conduit un tracteur comme silo avant de conduire un auto. C'est sûr que les réalités ont changé là, depuis le temps, mais je sais à quel point ces gens-là travaillent fort. Il faut absolument que le gouvernement les soutienne. C'est d'une importance capitale. Vous connaissez le Témiscamingue, mais êtes-vous celle qui est capable d'aider à gérer les difficultés que connaissent les gens? Moi, comme je vous dis, on fait ça ensemble. Ensemble, on va trouver des solutions. Ensemble, moi, je vais porter mes priorités, M. Moreau, seront celles que la population me dictera. Et je pense sincèrement être la bonne personne pour porter haut et fort les priorités, les enjeux des citoyens, des citoyennes, des groupes aussi communautaires. Mais clairement, je pense que la base de tout, je reviens souvent à ça, la base de tout, c'est qu'on nous fasse confiance. Qu'on fasse confiance aux régions, qu'on fasse confiance aux MRC, aux municipalités, qu'on leur donne les moyens, leurs ambitions, qu'on est les meilleurs pour savoir ce qu'on a besoin. Toute cette lourdeur-là coûte une fortune au gouvernement de vouloir faire des redditions de comptes, de tout vouloir gérer. Alors, c'est pour ça que j'adhère beaucoup à cet allègement réglementaire que le Parti québécois suggère, bien sûr, parce que juste à Rwanda, la ville, je pense que c'était l'équivalent de 6 personnes à temps plein juste pour faire la reddition de comptes dans des programmes gouvernementaux. Alors, non, je suis la bonne personne pour porter haut et fort les enjeux, les priorités. Je vais être le porte-voix des gens du Témiscamingue et de Rwanda. Madame Dallaire, merci. Ça m'a fait plaisir. Et bonne Saint-Jean. Voilà qui met un terme à ces infos Témis pour le moment. Nos abonnés et membres donateurs savent que nous sommes à leur service au quotidien sur la page Facebook du site web de TV Témis. Aussitôt que nous vous informez d'un fait, d'une nouvelle, d'une information de votre regroupement de ville ou organisation ou domaine sportif, ces actualités apparaissent pour le bénéfice des gens d'ici. Vous connaissez notre adresse? journaliste@commercialtémis.tv. Là-dessus, à mercredi et au revoir.